Bonjour, bonsoir à tous, c'est Antoine alias Anubis pour une nouvelle vidéo d'après-match. Saint-Étienne, Racing Club de Lens, victoire de nous Lensois, enfin depuis 5 matchs sans victoire, 2-0. Première victoire à l'extérieur depuis un long moment. C'était une victoire impérative pour rester dans le bon wagon. Les Lensois l'ont fait de manière assez performante, même si la deuxième mi-temps est un peu plus difficile, on y reviendra dans le débrief. En tout cas, voilà. C'était un match à pas perdre, c'était un match à surtout gagner. Ils l'ont fait et tant mieux, ça lance vraiment le cycle octobre-novembre. Il y a des gros matchs à venir et il fallait absolument les 3 points pour essayer d'avoir un bonus qu'on pourrait accentuer à Lens face à Lille. On y reviendra après. Je vais vous parler un peu de coulisses aussi. Il y aura un peu d'actu, un peu de comment dire, d'indiscrétions qui peuvent être intéressantes pour expliquer un petit peu les choix tactiques du coach et les choix un petit peu d'hommes. C'est vachement intéressant. Les coulisses, les retours que j'en ai, c'est vraiment intéressant. J'en parlerai aussi certainement. Je parlerai aussi certainement de petites phrases qui circulent en ce moment par rapport au mercato d'hiver. C'est pareil. Voilà, on parlera de ça en fin de vidéo. En tout cas, on va commencer par la composition du Racing Club de Lens avec Brice Samba dans les buts, Kuzanov, Danso, Medina, qui est pour moi le trio des colosses. Avec le retour de Danso en titulaire. Alors c'est vrai que j'ai été assez étonné, mais je le dirai un peu dans mon analyse du 11. Mais en tout cas, voilà, le trio des colosses est là. Kuzanov, Danso, Medina, au milieu de terrain, ça bouge pas, le duo improbable, Thomasson, Diouf, à droite, Frankowski, à gauche, Chavez en piston, et puis un trio offensif composé de Fulgini qui enchaîne les minutes jouées, et puis le duo Enzola Sotoko. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce 11 ? On se rapproche tranquillement du 11 type de cette saison, malgré les blessures. Alors, la surprise, c'est que Zaroury n'a pas été titularisé, mais je pense qu'il a voulu un peu piquer le numéro 10, qui est peut-être pas forcément performant à l'entraînement, d'après les retours. Il y a une manière aussi de lui mettre un peu de pression, parce que c'était un peu joué dans la tête des gens que Zaroury était le seul titulaire et que les autres étaient derrière. J'y reviendrai aussi par rapport au match. Enfin, voilà. Moi, je reste mitigé, en tout cas, avec Fulgini. La défense, c'est une défense de colosse. Qu'est-ce qui pouvait en être autrement ? Et d'ailleurs, j'en parlerai aussi dans la notation, mais cette espèce de polémique avec Grady n'a même pas lieu d'être. Il n'y a aucune discussion possible. Si Danso revient et il est titulaire, Grady, il va sur le banc. Tu sors pas Medina, c'est n'importe quoi. Enfin, je sais pas, les mecs, ils regardent pas les matchs. Ou j'en sais rien. En tout cas, voilà, j'ai été très surpris. Moi, je m'attendais pas à voir Danso revenir. Enfin, dans la polémique, moi, en fait, pour moi, Kuzanov sort plus du 11. Donc, en fait, la problématique, c'est Danso. Pas forcément Grady. Parce que le joueur le plus, un point d'interrogation dans cette gestion, c'est Kevin Danso qui était partant, qui est pas partant, qui a eu des problèmes cardiaques à la visite médicale, qui est aujourd'hui OP, qui a eu des... Pareil, j'y reviendrai aussi dans la fin de la vidéo, mais c'est pas anodin que ça a été fait à Londres, et qui, voilà, démarre Titu. Il aurait pu aussi être sur le banc par manque de rythme. Le retour que moi j'en ai, c'est que les entraînements qu'il a fait sont des entraînements de très haut niveau, même s'il a perdu le rythme des matchs. En tout cas, au niveau de l'entraînement, il a subi un entraînement de haut niveau en termes personnels. Donc le mec est frais, il est dispo, il a fait les entraînements cette semaine depuis 2 semaines peut-être, un truc comme ça, 2 ou 3 semaines maxi. Il est hyper performant, il passe même pas par la case N3, c'est dire que le mec est vraiment OP et que y avait rien à dire d'autre que de le mettre dans le groupe et même dans le 11 de départ selon Will Steele. On y reviendra après dans la notation, mais en tout cas, le choix est fort, mais il est tellement logique que Grady se retrouve sur le banc, d'une parce qu'il n'est pas encore vraiment remis de sa cheville, et de deux parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas photo entre lui et Kuzanov. Même si on m'a dit ah tu veux Kuzanov parce que t'aimes plus Grady, alors que c'est pas du tout le cas. Kuzanov n'a jamais joué à droite, vu le talent qu'il a, j'avais aucun doute à ce qu'il performe, et vu le match qu'il fait, j'en parlerai, j'avais totalement raison. Et voilà, c'est un choix lucide sportif. C'est, c'est, je voyais pas d'autre choix si Tanso était titulaire, c'est Grady qui récoltait les fruits de ça, hein, et qui allait sur le banc, c'était logique. Le reste, c'est du classique. Frankowski bénéficie
d'une totale d'une totale morne pleine au niveau de la concurrence. Aguilar est sur le flanc pendant des mois. Cabot, je pense qu'il est perdu pour le foot. On espère tous qu'il reviendra, mais ça va être très compliqué. Pour moi, je suis extrêmement sceptique. Puis voilà, c'est Tom Pouilly. Alors Tom Pouilly, il va sûrement avoir un peu plus de temps de jeu parce qu'aujourd'hui, Frankowski peut jouer à gauche, mais personne à gauche peut jouer à droite. Et puis Chavez bénéficie des blessures de Machado pour enchaîner les matchs. Je suis pas très convaincu par Chavez. On verra dans l'analyse que ça a pas trop changé, quoi. J'ai revu le match, je l'ai vu et revu. J'ai pas trop changé d'avis. Et puis devant, Fulgini bénéficie peut-être d'une piqûre, on va dire, dans la gestion de l'effectif de Zaroury pour être titulaire. Parce que c'est pareil, moi je le mets derrière Zaroury. C'est pas parce qu'il a pris un carton rouge et que il a pas forcément fait des matchs mirobolants depuis le début de la saison. En même temps, il a été blessé. C'est compliqué, Zaroury. Il va falloir qu'il revienne. Est-ce qu'il a été un peu ménagé pour le derby? On sait pas trop, mais en tout cas, bon. Moi, je le mets derrière Zaroury, même s'il a fait des entrées correctes. C'est pas pour moi un titulaire en puissance, Fulgini. Voilà. Même s'il est mieux à ce poste-là que à deux milieux de terrain derrière un attaquant, il est mieux tout seul derrière deux attaquants. Ça lui sied plus. Et puis Enzola, Sotoka, pour moi c'est logique. Il n'y a plus Satriano, Sotoka n'a plus de concurrence. Ça va sûrement changer vu la physionomie du match. Saïd a clairement perdu la bataille et voilà, la première indiscrétion, c'est que Saïd, faut bien comprendre qu'il fonctionne beaucoup à la calinothérapie et à un excès de confiance du staff pour qu'il tourne bien. Et aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et le joueur est vraiment assez atteint mentalement. Il a été à un moment donné, lors des recrutements, il était pas bien. Il fait un mauvais début de saison, faut quand même le dire. Il a marqué qu'un but. Il est pas performant. Tout le monde s'est branlé sur sa prépa. Alors parce que c'est Wesley Saïd et puis qu'il est bien gentil et qu'il sourit. Parce que Wai aussi, il fait une prépa à 4 ou 5 buts. Et personne n'a dit qu'il avait fait une grosse prépa. Donc le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde dit tout le temps les prépas, on s'en branle, c'est que de la prépa. Alors dans le sens des défaites, ok, mais dès que il y a un joueur qui performe en prépa, on en fait tout un cinéma. On peut dire il a bien fait sa préparation, mais de là à dire il va tout exploser, faire des enfin, voilà, il a mis un but impressionnant lors de la première ou la deuxième journée, et puis après il n'y a plus rien, quoi. Donc on retrouve le Wesley Saïd qu'on a connu la saison dernière, qui était loin d'être un titulaire en puissance, et qu'aujourd'hui il a énormément de concurrence. Enzola est indétrônable pour moi dans le 11 de départ, tant il est complet. Et puis Sotoka fait plutôt une bonne rentrée, donc il marque des points par rapport à lui, mais il y a aussi quelqu'un d'autre qui commence à marquer des points, et qui rentre avant Saïd, c'est pas anodin. Voilà. C'est pas anodin du tout, on va en parler après. Donc voilà. Pour moi, on se rapproche de l'équipe type. Malheureusement, c'est au détriment peut-être de Grady, mais ça me semble très logique. Je commence par les notes. J'ai mis la note de 6 à Brice Samba. Fait un match correct. Il n'a pas eu grand chose à faire parce que la défense a bouffé. A mis ou pas tout le monde. Il y a une frappe où il fait un peu une faute de main, mais derrière c'est sauvé inévitablement par Kuzanov. Le reste est propre, les relances sont propres, il a un bon jeu au pied, le match est correct. Voilà, on peut pas non plus mettre une méga note. Il a pas eu à être décisif plus que ça. Voilà, mais ça reste un match correct de la part de Brice Samba. Alors, le premier débat de cette vidéo, j'ai mis la note de 7 à Medina. Moi, je trouve qu'il fait un bon match. Alors oui, bien sûr, il prend un jaune. Tout le monde a fait il est sorti tôt. Non, mais attendez. Je pense que vous faites pas la différence entre votre amour indéfectible pour les boys d'à côté, là, les boys next door, je vais y venir après pourquoi je dis ça, et puis Medina, enfin, il n'y a pas de Medina bashing, mais le fait aujourd'hui de mettre Medina derrière Grady, les gars, vous êtes complètement allumés de la tête. Franchement, je comprends même pas comment il peut y avoir un débat sur le fait que Medina est un bien meilleur défenseur que Grady, même si Grady est un bon défenseur. C'est pas parce que je dis que Medina est un bien meilleur défenseur que Grady est un mauvais défenseur. C'est juste que Medina, il est très 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 bon et qu'il a le niveau Ligue des Champions. Bien plus que Grady, qui est un bon défenseur de Ligue 1, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais le reste, c'est n'importe quoi. Enfin, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de sévérité envers Medina, parce qu'il y a une espèce de culte de Sotoka, Grady et Saïd en mode les boys next door, les voisins d'à côté avec qui on va bouffer un barbecue.
c'est assez culturel d'une partie du public lensois qui aujourd'hui a du mal à croire que Grady peut pas être dans le groupe tellement il est le mec qu'on pourrait à qui on ferait la bise sur le trottoir d'en face. C'est n'importe quoi aujourd'hui, il y a pas de question à se poser. Medina est supérieur à Grady. Les mecs ils regardent pas le début de la saison. Moi je suis désolé, Grady il a pas été impérial, il fait pas un mauvais début de saison, mais il est plus en difficulté que la saison dernière. Déjà la saison dernière, je l'ai trouvé moins impérial que la saison d'avant, la saison de la deuxième place, la saison de la Ligue des Champions, il fait des bons matchs de Ligue des Champions, mais je trouve qu'en championnat, il était beaucoup plus limité. Il fait plus du tout la perceuse. Le surnom la perceuse, c'est très compliqué. Il y a plus de combinaison avec les pistons. Même l'année dernière, quand c'était Suez, il le faisait plus. Il est clairement moins efficace défensivement. Il fait beaucoup plus de fautes de joueurs qui est pris par la vitesse de ses opposants. Moi, je suis désolé, mais Medina, c'est pas du tout le cas. Alors oui, il tacle, il y a carton rouge et il y a carton rouge. Il y a carton jaune et il n'y a pas carton rouge, c'est ce que je voulais dire. Moi, je trouve que ça a été bien arbitré. Le joueur le sent arriver, il saute, bon, il le touche un peu, mais il l'a pas assassiné. 5 minutes après, il galope. Je pense que ça a été bien géré par la VAR. Il n'y a pas d'erreur manifeste là-dessus, c'est jaune. Voilà, et il est sorti, il sort à la 64e, il sort à la 73e minute, pardon, parce qu'il y a un jaune, et pourquoi il le sort? Parce qu'il y a le derby. Et que il veut absolument avoir Medina au derby, donc ça veut dire ce que ça veut dire. Medina, il est couché en premier sur la feuille de match avec Kuzanov, et je pense Danso maintenant. Donc moi je trouve ça très sévère aujourd'hui, je vois pas mal de tweets, de posts sur les réseaux sociaux qui aujourd'hui considèrent que c'est Medina qui doit s'inquiéter. Bah je suis désolé, absolument pas. Absolument pas. Moi je pense absolument pas qu'il peut être inquiet. Il sera pas là contre Paris. Moi, je mets une petite piécette, après je vais sûrement me tromper, mais je suis persuadé que Grady sera pas titulaire et que ça sera Malang qui sera à gauche, parce que j'ai du mal à croire qu'il va aligner Grady, qui peut pas jouer à gauche, à droite et mettre Kuzanov à gauche, alors qu'à gauche il y a Barcola, et que Barcola il va piétiner Grady, il va lui faire très mal, Grady va faire 3 fautes, un carton jaune, il va sûrement sortir et Kuzanov va rentrer à droite et puis il va mettre Malang à gauche, mais je pense qu'il va même pas en arriver là. Donc voilà, je peux me tromper, hein, il peut peut-être possiblement mettre Grady à droite et Kuzanov à gauche, mais pour moi sportivement ça n'a pas de sens. Surtout quand t'as Malang Sarr. Voilà. J'ai du mal à croire qu'il se prive d'un gaucher à gauche. Moi j'en suis persuadé, surtout que Malang Sarr fait le boulot. Voilà, moi je pense que celui qui doit avoir certaines craintes, c'est Jonathan Grady. Je pense qu'il s'est pas blessé. Il s'est pas blessé au bon moment de cette saison. Malheureusement, dans le foot, c'est comme ça. Parce que l'avènement de l'Ouzbek est inarrêtable et que Danso fait un retour canon. C'est très compliqué. C'est très compliqué. Moi, j'ai mis la note de 9 à Danso. Fait un excellent match. Hein. Excellent match. Pour un mec qui a pas joué depuis 8 semaines, t'es obligé de mettre une méga note. Alors bien sûr, il a sifflé faute sur tous les contacts avec Sissoko, parce que le Malien, il a peut-être mal géré ce duel avec le Malien, il y a beaucoup de poussettes qui sont sifflées, les 4 ou 5 poussettes, ils ont été sifflées. Le reste, c'est du caviar. C'est du caviar. Et en plus, le génie de style, c'est que comme il a mis Kuzanov à droite et qu'il lui a donné une grande liberté offensive, il a permis à Danso de ne pas avoir à sortir ballon au pied. Il a fait un rendement hyper défensif. Il a beaucoup passé par Kuzanov pour lancer les trucs. Sincèrement, il fait un excellent match. Voilà, donc là, le retour de Danso, c'est clairement la problématique de Will Steele. Et là, elle est réglée, quoi. Ce trio défensif, le trio des colosses. Moi, je suis désolé, c'est ton trio titulaire. Il y a rien à dire. Il y a zéro débat. Je suis désolé, il y a zéro débat. C'est le meilleur trio possible. Pour moi, c'est supérieur à Grady, Danso, Medina. Voilà. Moi, je le dis. Actuellement, c'est supérieur. Kuzanov, Danso, Medina, c'est supérieur à Grady, Danso, Medina. Moi, je le dis clairement. D'ailleurs, Kuzanov, j'ai mis la note de 10. Deuxième 10, je crois, Kuzanov. Match parfait. Parfait du début à la fin. Il a fait aucune erreur, le gamin. Aucune erreur. Aujourd'hui, la plupart des observateurs des championnats étrangers prient pour que les gros clubs de ces championnats aient Kuzanov dans le viseur. À mon avis, c'est clair et net et précis. Malheureusement, dans un autre sens, je vous le dis, mais je vais en parler après. Je vais parler déjà de sa presta, mais je vais en parler après là dans l'analyse. Mais clairement, il a été exceptionnel. Défensivement, impassable. Offensivement, il prenait le ballon à son compte. Accélération, combinaison avec Frankowski. Il fait une frappe monstrueuse, parade de Gauthier Larseneur. Il tire le coup franc, ma couille.
il tire le coup franc. Enfin, je veux dire, faut quand même bien comprendre que c'est un gamin, c'est lui qui prend le coup franc et il le tire super bien. Il y a une énorme occasion. Enfin, il peut signer un doublé dans ce match-là. C'est énorme ce qu'il a produit défensivement et offensivement, mais il sort plus jamais du 11. Plus jamais. Donc on va pas sortir Medina pour Gradit, ça n'a aucun sens sportif. Voilà, aucun sens. C'est pour ça que Medina sort très tôt dans le match pour le garder face au derby. Voilà, il est perdu face à Paris, on le garde pour le derby, on va pas le perdre sur deux matchs. Je sais pas comment que ça marche quand il prend encore un jaune. Je sais pas s'il est suspendu 2 matchs, mais je crois que c'est automatique parce que comme il a eu 3 cartons jaunes en moins de 10 journées, je crois qu'il est suspendu le match le match d'après, et puis s'il prend un deuxième jaune en cours de match, il est suspendu le match suivant. Donc il est suspendu 2 matchs, si je dis pas de bêtises. Faudra me dire la team arbitre si je me trompe pas, mais normalement c'est double sanction. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'il le sort, et à mon avis, c'est cette charnière-là qu'on aura face à Lille, ça n'a pas de sens autrement. Pas de sens autrement. En tout cas, le match est parfait. Alors, pour la petite histoire, il y a une problématique au niveau de la direction, c'est le prix de Kuzanov actuel. Voilà, il a acheté 100 000 euros, sacré trouvaille. Aujourd'hui, il l'estime à 10 millions d'euros. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il manque pas 10 millions d'euros au club, il manque 50 millions d'euros au club. Donc c'est pas lui qui va être vendu. C'est pas lui qui veut le vendre parce qu'ils n'arriveront pas à le vendre 20 millions d'euros, à moins qu'un club de première ligue vienne claquer un énorme chèque dessus. Ils auront pas le choix, ils le vendront. Je parle de cet hiver, hein, pas l'été. Là, c'est le mercato d'hiver qui aura des ventes, ça va bouger à mort. Par contre, Danso, s'il va passer ses examens en Angleterre, c'est pas anodin. C'est pour envoyer un coup de pub à l'Angleterre. Aujourd'hui, Danso vaut plus cher que Kuzanov. Il a 26 ans, international autrichien. Il a fait plus de saisons de très haut niveau en Ligue 1 que le jeune Ouzbek, et c'est sa première saison en tant que titulaire. Il vaut plus cher. Aujourd'hui, son prix, c'était 20 millions d'euros à la Roma. Je pense que ça tournera autour de ces prix-là en première ligue. Mais le fait qu'il aille passer ses examens en première ligue, ça a été validé, bien marqué, alors qu'il a été voir d'autres spécialistes étrangers que les spécialistes londoniens. En tout cas, voilà, c'est un coup de pub en première ligue en disant notre joueur, il est pas cramé, il est vendable. Voilà. Et je pense qu'il va partir au mercato d'hiver. Maintenant, il sait très bien que s'il fait s'il fait un novembre-décembre de très haut niveau, il partira au mercato d'hiver et on gardera Kuzanov. Dans ces cas-là, clairement, je pense que Grady a un peu les couilles sauvées pour la deuxième partie de saison où il retrouvera sa place de titulaire. Mais en attendant, c'est impossible. Pour moi, ce match-là, c'est le match clé au niveau de la charnière titulaire cette saison. Voilà. Ils ont été très bons. Alors Medina un peu moins par rapport aux deux autres parce que je compare toujours les trois ensemble. La prestation la moins aboutie et pourtant bonne, c'est celle de Medina, clairement. Mais de là à dire que c'est lui qui va sauter, c'est les gars. Moi je comprendrais pas en vrai, hein. Si vous avez raison, je dis bah alors là faut que je revoie vraiment mon foot, mais moi j'ai du mal à croire que Will Steele se sépare de son seul gaucher de très haut niveau pour mettre Grady à installer Kuzanov à gauche alors qu'il est droitier. Bon, pour moi ça n'a aucun sens. Et le sens du changement va dans ce que moi je pense, c'est-à-dire qu'il fait pas rentrer Grady et qu'il bascule pas Kuzanov à droite, il fait rentrer Malang Sarr qui est gaucher et qui fait une entrée intéressante. J'y reviendrai après, on va pas spoiler tous mes notes. Frankowski, j'ai mis la note de 7. Il fait un bon match, Frankowski. Il met un joli but. Les frappes de loin, c'est sa cam. On a retrouvé quand même un Frankowski assez punchy, mais il est très fatigué, hein. Les retours que j'en ai, c'est que le mec, il est crevé. Je pense que Tom Pouilly aura du temps de jeu au bout d'un moment parce qu'il pourra pas tenir le rythme. C'est un mec qui est revenu de sélection complètement cramé. Il a retrouvé un second souffle là, mais c'est un mec qui est très très fatigué. Voilà, dans les séances d'entraînement la semaine, le mec il est par terre, il souffle et tout, enfin c'est les retours que j'en ai, il est très fatigué. Moi j'ai peur que Frankowski nous fasse une match à dos de la saison dernière, qui se blesse fort à cause de l'accumulation des matchs. Donc j'espère que Tom Pouilly aura un peu plus de temps de jeu, parce que clairement il rentre en piston droit, donc je pense que ça va être vraiment ça. Il va rentrer dans cette rota, il va bénéficier de l'absence pour longue saison d'Aguilar. Moi j'ai du mal à croire aujourd'hui, avec la blessure de Satriano, je pense que Pouilly il a trouvé sa place dans la rota de piston droit et que Sotoka va rester devant. Je pense que s'il y avait eu par exemple Satriano, peut-être que Sotoka aurait reculé d'un cran pour jouer piston. Là c'est assez compliqué, surtout quand Saïd n'est pas performant. De l'autre côté, je suis désolé, hein, je mets la note de 3 à Chavez. Il fait pas un bon match, il fait un mauvais match, il a pas été bon, les corners très mal tirés, les contrôles un peu pourris, il est pas au niveau de la Ligue 1, moi je trouve, ou alors pas au niveau du top 10 de Ligue 1.
Maintenant, on a un peu plus de recul sur le joueur. Moi, il marque un joli but en début de saison, mais je trouve que c'est extrêmement limité sur tous les aspects. C'est quand il a le ballon, t'as un petit peu un frisson dans le dos. Tu pas, voilà. Moi, je suis pas convaincu par Chavez. J'avais envie de voir, mais j'ai vu. Mais pour moi, compliqué. Ouais. Et il a encore besoin de beaucoup progresser. Hein. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup de manque dans son jeu, clairement. Voilà. Au milieu de terrain, bah, j'ai mis la note de 8 au duo. Hein, très bon match du duo Diouf-Thomasson. Alors, Diouf, il fait une première mi-temps extraordinaire techniquement, il est au-dessus du lot, il a fait des trucs de ouf. Et sincèrement, en deuxième, je trouve qu'il reste costaud quand même s'il est moins porté vers l'avant parce que Fujini est totalement crame. Thomasson, pareil, il fait un très bon match aussi. À la récupération, quand il est remonté au numéro 10, je trouve qu'il a été intéressant aussi. C'est un joueur qui revit sous Will Steele avec vraiment une mission particulière, jouer 6 et aller dans une rota à 10 en cours de match en phase défensive, c'est-à-dire en phase de maintien de score. Moi, je trouve que c'est très intelligent de la part de Steele et qu'il a redonné un peu de confiance et d'amour du jeu à Thomasson, qui a eu pas mal de difficultés la saison dernière, au point même où pour moi il allait partir, où il fallait qu'il parte, clairement. On est quand même sur une renaissance, clairement. On est à un niveau supérieur que Pereira da Costa, parce que Pereira da Costa, ça a duré 3 mois. On va voir avec Thomasson, mais de toute façon, El Ainaoui est là. Voilà, Thomasson va peut-être être un peu soulagé au niveau Rota, mais c'est très bon ce qu'a fait ce milieu-là. Je trouve que c'est intéressant, surtout que Diouf, il défend quand même plutôt mieux, je trouve. Mais la confiance que Will Steele a envers lui, elle est quand même très forte et je trouve que il lui rend très bien. Il lui rend très bien. Franchement, c'est très intéressant. Eh ben, une note qui va peut-être faire polémique. Où c'est qu'il est, Eh ben, il est où? Oh, il s'est sauvé. Attendez, il est là. Ah, viens là. Ah là. Excusez-moi, mes amis. Hop, je l'avais planqué. 5 à Fujini. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Moi, je trouve que le match est moyen. Bien sûr que techniquement, il est plus à l'aise dans ce poste de 10. Mais alors, le dernier geste est éclataxe. Au possible, il a niqué plein d'actions à un moment donné. Mais c'est l'action où il fait une espèce de talonnade, où il dribble le joueur avec la talonnade. C'est symbolique de tout son match. Il fait un geste exceptionnel, réussi. Et derrière, le décalage pour Chavez, il est éclaté, c'est nul à chier, il doit mettre le ballon 10 fois mieux que ça. Ça a été le résumé de tout son match. En sachant qu'en plus, en deuxième mi-temps, il est complètement cramax, il résiste pas au duel, mais ça, même en première mi-temps, je trouve que c'était quand même très compliqué. Et le souci, en fait, c'est que Saint-Etienne a repris du poil de la bête. Quand ils ont considéré qu'il fallait mettre des gros coups de tampon à Fujini, il a perdu un nombre incalculable de duels en deuxième mi-temps où on s'est mis en difficulté parce qu'on perdait tous les ballons qu'il avait dans les pieds. Donc c'est moyen. Moi je suis pas du tout convaincu par ce Fulgini titulaire en numéro 10. Il est plus à l'aise certes, mais pour moi c'est derrière Zarouri et j'espère que Zarouri va nous remontrer son niveau en numéro 10, même si on rappelle que c'est un ailier qu'on force un peu à avoir ce rendement, mais faut quand même se dire que son match face à Brest était très bon, qu'il se blesse, derrière il a du mal à revenir, il prend un rouge sur un excès d'engagement, peut-être que le staff veut le piquer un peu ou le mettre un peu au frigidaire pour le relancer. En tout cas voilà, moi je suis pas convaincu par Fulgini, en tout cas voilà, c'est mon avis, mais c'est pas un bon match de Fulgini. Moi je suis désolé, ce il trouve qu'il a bien joué. Ouais, il y a des beaux gestes techniques, mais dans ces cas-là, le match il se résume pas à des dribbles, hein. Il se résume à de l'efficacité. Il en a zéro en termes de dernière passe. Voilà, c'est le même constat qu'avec Saïd. Il est capable de dribbler 3 joueurs, mais derrière il envoie une frappe de chiffonnier, et ça sert strictement à rien. J'ai mis la note de 7 à Florian Sotoka. Bah, il fait un bon match, hein, Florian Sotoka. Moi, je trouve que ça a été assez complet du début à la fin. Alors, bien sûr, il a un profil atypique. Et c'est absolument pas sur l'efficacité de buteur qu'il faut juger son match. Sinon, il a zéro. Il a pas tenté une seule frappe du match. C'est quand même assez étonnant. C'est des stats, enfin, je crois, ou une maxi, peut-être deux, je sais pas, mais c'est totalement what the fuck. Tellement il a aucune occasion à se mettre sous la dent du match et pourtant il est utile.
c'est très paradoxal et c'est vraiment le faux neuf sur le côté, c'est un truc de ouf. Bien sûr qu'il donne un coup de main au milieu de terrain, mais voilà, l'apport offensif, en termes de buteur, il est zéro la tête à Toto. Enfin, comparé à ce qu'est capable de faire Enzola dans le travail dos au but, etc. Tout ça, ça n'existe pas chez Sotoka. Alors bien sûr, il met des bons ballons, etc. Il est une rampe de lancement. Mais le problème, c'est que dans ces cas-là, tu retournes sur le dispositif de Francaise, sauf que c'est pas ce que veut Steele. Et Steele, il est avec un dispositif un peu plus hybride de 3-4-3, comment dire, t'as un numéro 10, un vrai, et puis t'as un faux numéro 9 qui peut servir de numéro 10, etc. C'est assez particulier, mais ça fonctionne quand même, je trouve. Mais en tout cas, voilà, Florence Sotoka, si tu le juges sur les buts, c'est 0. Sur les actions offensives, c'est limité, mais par contre sur le jeu, c'est quand même bon. Donc voilà, je suis pas un détracteur absolu de Florence Sotoka, même si pour moi c'est pas un buteur et que avec un vrai buteur, il risque de perdre sa place à un moment donné. Mais sincèrement, c'est quand même assez compliqué de dire qu'il fait pas un bon match. Il fait un bon match. J'ai mis la note de 6 à Enzola, fait un match correct. Après, il n'a pas été efficace. Par contre, il est très emmerdant pour les défenses. Moi, j'aime beaucoup son jeu au dos. Et j'aime beaucoup son jeu dos au but. La capacité qu'il a de décaler les joueurs. Il y a un moment, il décale bien Thomasson qui fait une belle frappe. C'est dommage, c'est pas cadré. Sinon, c'est passe décisive. D'ailleurs, c'est Diouf qui fait la passe décisive pour Frankowski, j'ai oublié de le dire. Donc, il a une passe décisive, Diouf. Donc, voilà, très bon match de Diouf. C'est bien, faut qu'il fasse des stats. Mais alors Enzola n'a pas fait de stats sur ce match, mais il a fait très mal. La défense Saint-Étienne a été très impactée, prise de vitesse quand il prend la profondeur, embêté quand il joue dos au but, mise dans le vent quand il a fait un peu de technique, la conservation du ballon c'est très bon. Alors pour être sincère, il y a penalty, mais il est hors jeu, il part à la limite du hors jeu. Il est sorti assez frustré apparemment. Moi, ce que j'en ai comme retour, c'est qu'il y a une polémique autour de ses chaussures. Il a pas choisi les bons crampons et que voilà, c'est un peu discuté par rapport à ça. Après, c'est un mec, il est frustré de son match parce il a envie de marquer sur ce genre de match-là. Il mérite de marquer. En tout cas, il fait un match correct. Voilà. Il aurait marqué un but ou fait une passe décisive, il aurait eu un point de plus. Mais pour moi, c'est un titulaire indiscutable. Ça, j'en démords pas. Rémi Labolascari, je suis désolé, mais il fait une très bonne entrée. Hein. Il fait une très bonne entrée à la 64e, il marque à la 79e, si je dis pas de conneries. Il a fait 10 minutes de folie entre les deux, où les prises de profondeur ont pulvérisé la défense, ce qu'il en restait stéphanoise. Derrière, il y a une erreur parce qu'il y a beaucoup de pressing et beaucoup de pression mise par ce joueur. La passe de Nadé est ratée. Derrière, il prend de vitesse, il fait le crochet qu'il faut et il marque son premier but en Ligue 1, totalement mérité depuis le début de la saison. C'est quand même une sacrée révélation. Comme quoi, les prêts dans des clubs type Laval, machin, ça fonctionne. Et que si le prêt fonctionne pas, c'est que le joueur a pas le niveau de Ligue 2, c'est tout. Mais lui, il a été bon en Ligue 2. Donc voilà. Sincèrement, j'espère qu'Anthony Bermond fera la même chose à Annecy. Il enchaîne quand même pas mal de minutes de jeu, donc voilà, ça peut servir. Mais en tout cas, Rémi Labolascari, lui, il a montré de très très bonnes choses sur cette entrée et il a fait beaucoup de mal. Il marque beaucoup de points. Mettrai pas une grosse piécette dessus, mais à l'avenir, ça peut faire Enzola, Rémi Labolascari, je serais pas surpris. Hein. Parce que le gamin, il a la totale confiance de Will Steele, qui pour moi le manage très bien sur ce début de saison, mais ça pourrait finir titulaire avec Enzola, parce que Enzola, en point d'appui, qui décale un Rémi Labolascari qui va très 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 vite, ça peut faire beaucoup de dégâts, donc voilà, celui qui a marqué le plus de points en dehors d'Enzola, qui s'installe clairement comme un titulaire, c'est Rémi Labolascari sur ce match. Même si Sotoka fait un bon match, le problème c'est son irréalisme offensif qui fait que Rémi Labolascari est en train de le passer par la droite assez gentiment. Donc voilà. Malangsar, moi j'ai mis la note de 7, fait une bonne entrée. Moi j'ai trouvé qu'il avait fait pas mal d'interventions défensives correctes, que au niveau du placement il a été bon et que les relances ont été propres. Voilà, moi je pense que c'est pas anodin que ça soit Malangsar qui rentre et pas Grady. Moi je pense que l'alternative à Medina c'est Malangsar et que l'alternative à Kuzanov ça sera Grady.
C'est ma vision des choses. Mais en tout cas, voilà, j'ai bien aimé son entrée pour un mec qui a pas joué depuis 1 million d'années. Je trouve qu'il revient très bien et il est bien managé. À savoir que c'est un mec qui est vraiment, vraiment dans une remise en forme totale avec coach personnel, il a cryothérapie. Enfin, le mec est à fond dedans. Le but est vraiment d'être costaud. Alors peut-être que ça prépare un départ de Medina, c'est une possibilité. Dans ces cas-là, c'est possible que ça soit Malangsar le titulaire derrière. En tout cas, il y a une énorme préparation qui peut aussi être ce type de message, c'est-à-dire qu'il pourrait remplacer totalement Medina à l'hiver prochain. Voilà. Après ça, c'est pareil, c'est une interprétation de ma part. Mais par contre, le préparateur privé, les cryothérapies et compagnie, ça c'est de source sûre. Voilà. Fulgini remplacé par Mendy, bah Mendy, je suis désolé, hein, mais il fait une mauvaise entrée. Mendy, j'étais en train de chercher. Il fait une mauvaise entrée, c'est pas bon. Il a perdu plein de ballons, aucun impact au milieu de terrain. J'ai hâte que El Naoui revienne, il va vite sauter du groupe parce qu'il a pas le niveau et il a jamais eu le niveau depuis le début qu'il est arrivé à Lens. C'est une des nombreuses erreurs de casting de Franck Hayes et de sa troupe. On n'a pas compris là. L'entrée est pas bonne, hein, du tout. Tom Pouilly, Tom Pouilly pour sa première, c'est une bonne première. Les quelques minutes qu'il a eu à jouer ont été très intéressantes. Il y a eu une petite tape amicale de Boubou en mode ah ça y est là tu vas rentrer, c'est bon, on a fait il y a les trois sessions sont validées. Ça m'a fait rire parce que c'est exactement ce qu'il semblait lui dire. En tout cas, il a pris cette première entrée à bras le corps avec les dents longues. Moi, je trouve que les interventions ont été bonnes. Il a bien joué de son physique, récupéré des touches. Il fait des bonnes passes le long de la touche. Sincèrement, je pense qu'il va avoir du temps de jeu derrière Frankowski. Ça m'étonnerait pas et ça serait mérité. Bon, Wesley Saïd, sincèrement, il fait une mauvaise entrée. Moi, je suis désolé. Il rentre, il a fait 2-3 dribbles. Moi, je trouve pas que voilà, il apporte du tout. Mais il est en décrépitude totale. J'en parlerai après dans le débrief parce que j'en parlerai après le débrief dans le background. J'ai mis la note de 7 à Will Steele. Bah, il fait un bon match, hein. Moi, je trouve que l'équipe alignée est la bonne. Le choix de faire revenir Danso est le bon. Le coaching est bon avec l'entrée de Rémi Labolascari pour le 2-0. Il a plutôt bien géré une deuxième mi-temps. On était dans le dur, parce que il a tactiquement bien géré le truc, même si je pense que Fulgini aurait dû sortir avant Enzola, même si Enzola, je pense qu'il y a une volonté quand même de le canaliser et de gérer son retour à 100%. En tout cas, moi je trouve que les choix ont été forts de ne pas faire rentrer Grady, parce que si Grady est sur le banc, c'est qu'il est apte à jouer, hein, sinon il est pas là, clairement. Même s'il a pas 90 minutes dans les jambes, qu'il a encore un peu de douleur à la cheville, ça sert à rien de le prendre dans le groupe. Je vous dirai pourquoi après, c'est un choix purement sportif. Pour moi, les coachings ont été bons. Voilà. Le coaching a été bon face à une équipe stéphanoise assez rudimentaire dans le jeu et avec une défense assez faillible. Je trouve que la strat a été bonne et que les choix ont été pertinents et ont fonctionné. Franchement, c'était bien. C'était bien de la part de Will Steele. Je trouve qu'il commence à prendre aussi ses marques dans la gestion de cet effectif et à y mettre sa patte et ses décisions. J'en parlerai tout à l'heure. Tout sera réuni pour en parler. Le débrief. Ah, j'ai oublié de dire. J'ai mis la note. Ah oui, attends, il y a 2 notes encore. L'Issorg, j'ai mis la note de 6, fait un match correct. Moi, l'Issorg, il pue du cul. Hein. D'habitude, c'est un des plus mauvais arbitres de Ligue 1 avec l'autre, comment il s'appelle, Gaius, là, les deux sont pas bons. J'avais peur vraiment, mais je trouve qu'il a fait un bon match. Déjà, le carton jaune, il était bien dosé, il n'y a pas rouge. Lavar n'a pas déjugé son arbitre, je pense qu'il avait pris la bonne décision. Toutes les décisions VAR ont été très rapides. La main de Thomasson qui touche la cuisse avant, ça a été checké en 2 secondes. Non, il n'y a rien. Le penalty, il y a hors-jeu, ça va très vite. Moi, je trouve qu'il a plutôt bien tenu son match. Il a mis des cartons jaunes qui étaient pour moi nécessaires. Il fait un arbitrage correct. Il est tellement éclataxe la plupart du temps que je trouve que là, il faut souligner quand même que le match a été bien tenu de la part de l'Issorg. On n'a pas toujours vécu ce type d'arbitrage. Faut quand même le dire. La mention spéciale à la commentatrice, voire même au duo, hein, parce qu'on va dire que je suis misogyne. Oh là 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 là, la commentatrice de DAZN, mais c'est catastrophique. Ah là 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 là, je suis désolé, mais c'est nul. Nul. Elle avait 0, 0, 0 à chaque fois, elle était n'importe quoi. Alors je sais qu'aujourd'hui c'est un marketing
d'avoir des commentatrices féminines, parce qu'on est dans une espèce de partialité et qu'on utilise la plupart du temps, leur passif d'anciennes joueuses professionnelles pour essayer de valider leur donner une crédibilité en tant que commentatrice. Mais putain, mais c'est pas une pub pour le foot féminin. Les analyses sont des analyses de fond de comptoir dégueulasses. Le mec à côté, il joue street commentaire, c'est nul à chier. Ah, Diouf, arrête, Diouf, arrête de faire ça. On dirait que c'est nous dans le fauteuil en train de chambrer Diouf parce qu'il fait des dribbles. Non, mais arrêtez les gars. Il y a rien là-dedans qui est jeunes ou populaire. Ce que recherche le vrai fan de foot, c'est des commentateurs et des intervenants de qualité qui analysent le jeu, qui nous expliquent des phases de jeu et pas des mecs qui sont en train de commenter le duel des youtubeurs. Enfin, je veux dire, voilà, bon, bref. J'ai pris un clash là-dessus, mais c'est vraiment pas ça. Enfin, on attend du professionnalisme d'analyse. C'est quand même plus intéressant d'écouter Eric Carrière ou Habib Bey commenter les actions que d'écouter la gentille demoiselle qui raconte n'importe quoi. L'autre, il lui écrase la cheville à Enzola, il dit qu'Enzola, il en rajoute, qu'il a bien joué le coup. L'autre, il lui a défoncé la cheville. C'est n'importe quoi. Aucun commentaire était bon, c'est qu'il était que de la merde. Les deux, que de la merde. Le mec qui était à peu près crédible, c'était le gars porte-terrain. Et encore, je trouve que c'était pas vraiment... Bon, voilà, c'est merdique. En vrai, ça a pas le niveau, quoi. Elle a pas le niveau, la Miss. Elle a pas le niveau du tout. Elle a beau dire qu'elle est ancienne joueuse professionnelle. C'est vraiment pas une bonne pub pour le foot professionnel féminin, parce que sincèrement, sa culture footballistique et tactique, elle est niveau zéro. Même moi, j'ai plus d'analyse qu'elle. Vous avez qu'à voir. Le niveau. Mais sincèrement, ça va lire. Voilà. Le débrief. La première mi-temps, j'ai beaucoup aimé. J'ai vu ce jeu à la style qui me plaît, qui est un autre jeu que Francaise, basé sur un pressing très haut, un contre-pressing hyper efficace, un harcèlement beaucoup plus énergivore que le jeu produit par Francaise la saison dernière, parce que je pense que ça s'approche du jeu de Francaise des 2 premières saisons, même si, oui, je pense à peu près, c'est à peu près le même style, notamment la première saison où il joue avec Kakuta derrière 2 attaquants, ça ressemble plutôt à ça, je trouve, et les séquences de jeu à une touche de balle, ils ont violé les Stéphanois, c'était incroyable. Et on marque vraiment au bout de 20 minutes d'apnée des Stéphanois, on marque sur une belle frappe de l'extérieur, comme quoi putain, frappez de loin, bordel, vous en êtes capable, Diouf, Kouzanov, Frankowski, putain, Kouzanov, il envoie un missile téléguidé, je dis mais d'où il sort ça, lui, exceptionnel. Derrière, Frankowski, il envoie une minace sur un bon décalage, passe décisif de Diouf, but est mérité amplement en 20 minutes d'hyper-domination, et derrière, le syndrome depuis 1 an et demi, je trouve, on arrête de jouer un peu. Mais, à la différence de ce qu'on a vécu l'année dernière, putain, il a pas apprécié ce style. Oh là là, les hurlements bord terrain, toi. Il a pas du tout apprécié, ça a rebougé son cul. Il y a la belle action avec le coup franc magnifique de Kouzanov, Gauthier Larseneur, il fait 2-3 belles parades quand même. Hein. 2-3 belles parades. Sinon, ça fait 3-0, clairement, avec un doublé de Kouzanov, c'est what the fuck. Mais en tout cas, la première mi-temps est d'une très belle facture. Alors, les Stéphanois pouvaient pas faire pire. Ça va être compliqué pour eux le maintien. Hein. Vraiment, s'ils alignent ce type de match avec un Abdelhamid qui a du mal à passer le cap post-rémois, le fait qu'il s'est fait siffler, je trouve ça très dur de la part du public stéphanois parce que c'est quand même un monument de la Ligue 1, on peut quand même le dire. Abdelhamid, il aurait signé à Lens, j'aurais dit ouais, dans la Ruta, c'est un mec qui peut faire quelque chose quoi. À Reims, c'est quand même pas une équipe qui jouait comme une merde. Il a quand même proposé de très belles choses. C'est un capitaine courage, technique, capable de marquer, de donner, voilà, c'est l'équivalent un peu de Dante à Nice, je trouve. Et là, je pense que le contre-coup d'aller à Saint-Etienne, peut-être que ça matche pas et que c'est difficile le changement de cap, quoi. Et je trouve que les sifflets ont été très durs. Moi, je l'ai pas trouvé si en difficulté de ça. Quand tu vois Nadé ce qu'il a branlé quand il est rentré, ça fait un peu peur quand même. Défensivement, ça n'a pas le niveau. Clairement, c'est difficile. Maintenant, David Ashvili, il va pas rester longtemps à Saint-Etienne. Je mettrais bien une piécette qu'on aille le chercher la saison prochaine. C'est un mec qui peut faire très mal et très intéressant pour une modique somme, je pense. Même enfin voilà, ça coûtera moins cher qu'un Openda ou un Wai, mais en tout cas c'est très intéressant. Il me plaît beaucoup ce David Advili. Il restera peut-être pas en France, mais en tout cas s'il veut rester en France, je lui fais un gros coucou parce que franchement il a tout pour plaire
aux supporters lensois, parce que technique, battant, bonne qualité de passe, assez complet. Dans une équipe qui tourne bien, il peut faire très 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 mal. Moi j'ai trouvé que ça a été le meilleur Stéphanois, c'est celui qui a fait très mal. Voilà. Par contre Lucas Tassin, le mec le plus cher de l'histoire de Saint-Étienne, ouais ok, moi j'attends de voir, hein, parce que sincèrement, il m'a pas impressionné sur son entrée. En tout cas, voilà. Ça, c'est la première mi-temps. La deuxième, bah, on prend cher, hein, Clément. On n'est pas revenu vraiment du vestiaire. Et puis surtout, il y a le contre-coup physique avec un Fujini qui a complètement disparu en deuxième mi-temps et qui nous met un peu dans la merde. Je trouve que le duo Thomasson-Diouf marque un peu le pas, mais pas réellement. Moi, je trouve qu'on n'est pas forcément mis en difficulté, mais par contre, les ballons offensifs, il y en a plus. Et voilà, Enzola, il commence à tirer un peu la langue. Sotoka, bon, il a un rôle un peu hybride, donc lui, c'est pas forcément de lui que va venir la lumière offensive, mais voilà, je pense que très vite, Will Steele décide de faire le changement. Enzola sort pour Rémi Labolascari, ça redynamise quand même notre attaque aux alentours de la 70e, 80e, Rémi Labolascari commence à bien prendre la profondeur, à bien emmerder les Stéphanois. Dans la foulée, il y a des changements défensifs. Medina est préservé pour Lille, hein, c'est sûr. Il sort pour Sarr, qui gère très bien, qui fait 20 minutes de très bon niveau, je vous le dis. Hein, il a fait 20 minutes de très bon niveau. Par contre, Mendy, il a clairement rien branlé. Et il y a une restructuration qui est pour moi défensive, c'est-à-dire que le maintien du score impose que tu sortes Diouf plutôt que tu sortes Fujini plutôt que Diouf ou Thomasson et que tu réorganises ton milieu de terrain en gardant Diouf derrière avec Mendy et tu remontes Thomasson à la place de Fujini, Thomasson étant capable de jouer un peu récupérateur et de jouer dans un milieu à 3 avec un système un peu hybride où il y a 3 milieux de terrain récupérateurs avec un peu plus avancé et puis Sotoka un peu derrière Rémi Labolascari en mode numéro 10. C'est un peu un système en 3-5-2 quoi, on va dire un peu ça quoi. Et ça a plutôt bien marché. Alors après pareil, Frankowski Chavez sort parce qu'il fait un mauvais match et puis qu'il est cramé et que Frankowski comme il est en forme, je trouve que Will a plutôt bien géré ça, il le met à gauche parce qu'il est quand même performant à gauche et il sait que Pouilly peut faire le boulot, il l'a très bien fait, je trouve que dans l'approche défensive des choses, il a été très efficace pendant les 4-5 minutes qu'il a eu à faire, bah, c'est pas anodin. Et puis après, il y a Saïd qui est rentré pour dire qu'il rentre, pour pas qu'il pleure de trop le soir en rentrant. Mais en tout cas, il a rien apporté du tout sur les 4-5 dernières minutes. Il a pas pesé du tout offensivement. Bah, c'est pas forcément bon signe pour lui. Voilà. Alors comment dire la conclusion, c'est que c'est une victoire qui était importantissime. Moi, je l'avais dit, hein, il fallait absolument pas perdre pour pas que ça devienne un début de saison un peu plus terne, avec 6 matchs en victoire et puis une 12e, une 11e et 12e place par rapport au match du dimanche. Bon, là, on est dimanche, je sais pas les résultats parce que je fais la vidéo en fin de matinée. Mais en tout cas, voilà, la victoire était presque impérative pour valider ce début de saison. Il est validé. Il y a 0 défaite. 5 matchs nuls, 2 victoires, si je dis pas de bêtises. Non, si, c'est ça. Non, 3 victoires. 3 et 5, ça fait 8 et 3, 11. Donc ça fait 2 victoires. Ça fait 3 victoires et 5 matchs nuls. Ouais, c'est ça. 3 victoires et 5 matchs nuls. Donc ça fait 3 et 3, 6 et 5. 3 fois 3, 9 et 5, 14. Voilà, pardon. Il faut que je retourne à l'école. Mais c'est ça, donc ça fait 14 points. On est dans très bon wagon. On est 5e ou 4e, c'est très bien. En sachant qu'il y a au goal average, on est un peu derrière. Et puis on est à 6 points des deux premiers qui sont Monaco et Paris. Mais en tout cas, on est dans le bon wagon pour les places européennes. En sachant qu'on affronte Lille et Paris. Ce qui veut dire que il faudra bonifier face à Lille. Et puis le bonus, c'est à Paris. Bon bah et après on aura beaucoup moins d'équipes difficiles à jouer, on aura fait le tiers un petit on va dire un petit virage on aura passé l'école un peu hors catégorie, ça va être un peu plus facile. C'est là où il faudra creuser l'écart, mais en tout cas c'était une victoire impérative. Alors la projection c'est Lille. Bien sûr la gestion de Medina permettra de réaligner cette défense qui a été topissime. C'est un match qu'il va falloir gagner, d'une parce que c'est un derby, et puis il n'y a pas d'autre chose à dire, un derby ça se gagne, ça se joue pas, et voilà, il est temps de remettre un peu de victoire dans ce derby pour nous, je pense que ça va être un sacré combat. Alors Thiago Santos c'est pas là, ils ont pas fait un match mirobolant face à Monaco, où ils ont été assez en difficulté, mais ils sont plus forts que nous sur le papier, donc il va falloir montrer vraiment du très très lourd, et il va y avoir une sacrée ambiance, ça va être très très chaud. Maintenant, pour revenir un peu à mes indiscrétions, il faut savoir que
au niveau du clan un peu des anciens, le clan des Boys Next Door, là, Sotoka, Gradit, Saïd et Thomasson, il y a eu un rendez-vous de fait, ça c'est les retours que j'ai eu, un rendez-vous de prix entre le staff et eux, en sachant que voilà, il y a une volonté du staff de les mettre un peu moins dans le pouvoir du vestiaire. On a même demandé, ça m'a été précisé et ça m'a été, comment dire, ça m'a été validé plusieurs fois par plusieurs personnes différentes qui tournent autour du club. Sur le match d'hier, ça a été bien précisé qu'on a demandé aux joueurs de moins donner de commandes au banc. Donc on a clairement fait fermer un peu le clapet à certains joueurs, je ne dirai pas lesquels, mais bon bref. Je pense que vous m'avez compris, et ça c'est pas anodin. Ça veut dire qu'aujourd'hui il y a une perte d'influence de certains joueurs qui vont aussi peut-être avec des pertes de titularisation. En tout cas, voilà, les frères Steele veulent vraiment prendre en main le truc parce que il y a une partie un peu toxique de certains joueurs dans le pouvoir un peu du vestiaire qui fait qu'aujourd'hui, dans un vestiaire pléthorique, c'est un peu compliqué à gérer. Pour Enzola, j'en ai parlé, c'est l'histoire de crampons, mais bon, lui, personne va y chier sur la tronche tellement il en impose. Puis il est bien copain avec Medina, donc c'est pas forcément une bonne chose d'aller l'astiquer. Et puis, voilà, je voulais vous parler de Kouzanov. Le staff pousse totalement derrière Kouzanov. Il a clairement pris l'avantage dans cette équipe où le staff est totalement sous le charme du gamin. Il sortira plus du 11. C'est pas lui qui va souffrir du retour de Danso. Je pense malheureusement que Grady risque d'avoir moins de temps de jeu, peut-être en avoir plus à l'hiver si Kouzanov s'en va ou Danso s'en va. La possibilité de voir partir Medina, j'en ai parlé, la préparation de Malangsar est aussi faite pour ça, pour qu'il soit peut-être à l'optimum arrivé au mercato d'hiver pour peut-être remplacer Medina qui partirait, parce que de toute façon il y aura des gros départs, faut pas rêver. Si ça se fait pas, c'est quand même assez compliqué parce qu'il va falloir que tout le monde parte au mois de juin, sinon ça va être compliqué pour le mercato de l'été. Et je pense que c'est voilà. Aujourd'hui, le président est très embêté avec ça. En off, moi, je sais qu'il a clairement dit merci Arnaud pour les salaires. Voilà, ça m'a été rapporté. Donc voilà, il y a beaucoup de colère par rapport au fait qu'il y a des joueurs qui ont été surpayés et qui sont invendables en l'état puisqu'ils veulent pas baisser leur salaire. Donc le problème c'est qu'il y avait un renouvellement d'effectifs beaucoup plus prononcé que souhaitait Will Steele et la direction et que ça n'a pas pu être fait et qu'aujourd'hui il fait un peu avec les moyens du bord. En même temps il arrive plutôt bien à gérer cet effectif. Mais je pense que quand il y aura tout le monde, il y aura du grattage de tête et il y aura des têtes qui vont tomber clairement parce que aujourd'hui c'est clairement c'est clairement ça qui va se passer, donc il y a des joueurs qui savent qu'ils seront aujourd'hui perdants dans cette histoire-là. Maintenant, pour ceux qui ont suivi l'actualité de Florian Thauvin, il a parlé de l'ECA, alors ça m'a été vraiment confirmé que l'ECA voulait faire venir Thauvin, alors ça aurait fait pas mal parler, après moi je trouve que c'était pas un move dégueu. Thauvin ça reste un bon joueur, il a revécu à l'Udinese depuis le début de la saison, il est très bon. Aujourd'hui l'ECA il avait un rôle de coordinateur sportif mais aussi un rôle de conseiller recrutement aussi. Il a perdu pas mal de pouvoir dans les luttes intestines de clan, mais il revient bien par la petite porte. Apparemment, il était présent un peu dans la discussion. On a demandé au clan des anciens un petit peu de mettre moins d'influence là-dedans. Donc, on l'a acheté par la porte, mais il revient par la fenêtre et il a totalement raison. Et il souhaite garder une certaine forme d'influence dans le club. C'est les luttes intestines des clubs, hein, mais ça existe dans tous les clubs. Mais en tout cas, voilà, moi je trouve que l'idée Thauvin est très bonne. Bon, après, ça s'est pas fait parce que les droits TV, tout ça, et je pense qu'il a un salaire de base assez compliqué. Mais voilà, le mec l'oubliera pas. Voilà. De ce que moi on m'a dit, parce que du coup, j'en ai parlé un peu avec des gars qui suivent un peu l'actualité, etc. Thauvin n'oubliera pas cet épisode. Donc à voir ensuite, hein. Ça dépend ce qu'on a à la fin de la saison, mais un mec comme Florian Thauvin, 32 ans, 33 ans, avec le bagage qu'il a, un mec qui se dit que voilà, il a 30 ans aujourd'hui, je crois 30 ou 31, il voulait s'arrêter à 32, 33, aujourd'hui il va aller à 40. C'est un mec avec une bonne préparation, avec son expérience, il peut apporter dans n'importe quel club de Ligue 1, clairement. Donc voilà, j'espère que la vidéo va vous plaire. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, salut les amis.